Un, deux. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Mona Trecchia, ainsi que Joël Guéret et Laurent Rochette. Alors juste en un mot, merci de vous présenter. Oui, Mona Trecchia, conseillère territoriale en charge du développement numérique de Pleine Commune Grand Paris et conseillère municipale en charge de l'innovation à Épinay-sur-Seine. Joël Guéret. Oui, Joël Guéret, chef de projet stratégique sur la sécurité pour la région Grand Est. Et Laurent Rochette, en fonction dans les Yvelines depuis 8 ans et actuellement directeur général de Seine et Yvelines numérique. Merci. Donc, je suis Dominique Legrand, le président de l'AN2V, l'Association nationale de la vidéoprotection. Et donc aujourd'hui, nous allons parler sûreté, sûreté électronique, sûreté départementale, sûreté régionale, données, aussi potentiellement cybersécurisées. Enfin, tous ces sujets restent d'actualité. Alors juste en guise d'introduction, je vais expliquer finalement le pourquoi de cette table ronde et pourquoi ces personnes-ci, plutôt que d'autres, sont invitées aujourd'hui. En fait, donc, nous avons monté, il y a maintenant 2 ans, 3 ans, enfin 2020, un CSF, le contrat stratégique de filière des industries de sécurité, dans lequel il y a plusieurs projets structurants, les Jeux Olympiques et les grands événements, l'aspect cyber, l'aspect identité numérique, l'aspect territoire de confiance et l'aspect cloud souverain ou cloud de confiance. Nous, ce qui nous intéresse à l'AN2V depuis le début, c'est la partie territoire de confiance et qui est structurée aujourd'hui autour de 5 groupes de travail, A, B, C, D, E, on n'a pas fait original. Et ici, vous avez déjà 3 représentants de ces groupes. Alors, si vous êtes intéressé par tous ces travaux, bien évidemment, vous pouvez en savoir plus sur le site AN2V. Entre autres, on avait monté une grosse plénière de plus de 2 heures où tous les groupes de travail étaient représentés et ont pu expliquer un petit peu plus en détail finalement la teneur des travaux actuels, mais on va essayer de les synthétiser aujourd'hui. Donc, je vais commencer directement par Mona. Et en fait, Mona porte la partie données de confiance. Et pour redonner un petit peu la structuration de ce CSF aussi, c'est cette notion de territoire de confiance. Nous insistons, et là on le prouve, sur le fait que, avec Richard Kalzuga, qui est ici dans la salle, Richard de la société Thales, nous avons insisté sur le fait qu'il fallait écouter les collectivités, que ce soit des communes, des blocs communaux, des départements ou des régions, avant de pousser des solutions. Le drame ou le souci potentiel qu'on aurait pu avoir, c'est d'arriver avec les bras chargés de solutions techniques en disant, regardez, voilà cette plateforme, elle est géniale, et prenez-en tous, et ça va être super. Donc en fait, on a travaillé à l'envers avec les collectivités pour savoir finalement quelles étaient la nature de leurs besoins. Et c'est précisément justement après de nombreuses réunions distancielles durant tout le Covid nous a simplifié la vie finalement à ce niveau-là, que nous avons identifié dans un premier temps une dizaine de grandes tendances de travaux qui ont été regroupées sur ces 5 groupes de travail, dont 3 ici sont représentés. Donc, la donnée, avec un grand D, notre chère donnée. Mona, si tu peux nous expliquer finalement quelle est ta vision en la matière. Donc tu as 7-8 minutes pour expliquer la nature des travaux, tout ce que tu fais, etc. Mona, je te remercie. Je te remercie. Oui, alors je pense qu'il y a quelque chose, en quelques mots introductifs, c'est quand même de se dire que ça reste une méthodologie inédite au niveau national qui permet de faire collaborer ensemble à la fois les services de l'État, les collectivités de tout type, que ce soit des métropoles, des départements, des petites villes et des très grandes villes, mais aussi les acteurs des écosystèmes, l'industrie de la filière sécurité, mais aussi on va retrouver les grands groupes, comme Thales qui est représenté notamment avec le président Marc Darmon et Richard aujourd'hui, mais aussi des ETI et aussi des plus ou moins grandes entreprises. Donc ça, c'est une des caractéristiques qui me semblait être importante à souligner parce que c'est vraiment inédit et ça permet aussi de rapprocher les besoins des territoires, ce qui a été évoqué,
avec notre capacité d'innovation technologique au service des besoins des territoires et au service des thématiques qui ont été présentées. Alors effectivement, pleine commune, ça va être terre des JOP 2024, terre d'accueil de ces JOP. On a des vrais enjeux en termes à la fois de sécurité, mais aussi de service aux citoyens. Et puis on va être aussi une terre d'accueil de millions de touristes qui vont venir visiter lors de cet événement. Donc on va accueillir ce grand événement. Et effectivement, tout ça pour vous dire qu'il y a deux aspects qui m'ont intéressée et sur lesquels, avec le groupe de travail, et je remercie l'ensemble des participants, qui nous ont intéressés, ça a été la gestion de la donnée, les modèles économiques et la gouvernance de cette donnée. On voit bien que sur ces trois pôles, collectivité territoriale, services de l'État, acteurs économiques innovants, on a un véritable enjeu de pouvoir partager, une sorte de contrat de confiance, de partager à la fois les données qui sont produites par les acteurs, les données qui sont produites par les territoires et les données qui seront produites par les personnes qui vont venir sur le territoire. Et toute cette richesse de données, elle implique d'avoir une véritable réflexion commune sur la gestion de cette donnée, sur sa gouvernance et sur sa valorisation, ce qu'on appelle le ou les modèles économiques. Il y en a certains qui existent aujourd'hui, il y en a d'autres qui seront à réinventer selon les usages et aller vers une économie, je dirais, de services, mais aussi vers de l'économie et pourquoi pas de la circularité de la gestion de la donnée au plus proche de son producteur. Donc effectivement, la donnée, elle est arrivée sur ce sujet de CSF dans toute sa transversalité, puisqu'on voit bien qu'une plateforme de données intéresse à la fois les acteurs de la sécurité, de la défense, dans la gestion de la relation citoyen, et j'évoquerai ce deuxième aspect parce que c'est un aspect qui illustre de manière très concrète les usages que nous pouvons avoir avec cette donnée, mais elle va intéresser aussi des services tels que la mobilité au sein d'un territoire, comment on gère les flux de mobilité quand on reçoit des grands événements, comment on peut l'optimiser. Et puis, un élément sur lequel qui a été très très important et que j'ai beaucoup apprécié avec l'ensemble des acteurs, c'est qu'il y a une vraie volonté de cette filière de pouvoir aussi travailler sur les enjeux du développement durable. C'est construire des solutions qui correspondent à des besoins pragmatiques, concrets des territoires, en valorisant les savoir-faire made in France, et j'insiste beaucoup sur ce made in France, parce que ce sont des acteurs français en matière d'innovation, et nous n'avons pas à rougir vraiment de notre capacité innovante, qui vont apporter des réponses technologiques. Et on s'appuie bien sur les besoins des territoires, les besoins des citoyens et notre capacité à réenchanter, je dirais, cette filière industrie de la sécurité en voyant un petit peu plus loin, en offrant de nouveaux services. Et je dis souvent, on est en train de construire les territoires de confiance de demain, plus que la fameuse Smart City qu'on connaît tous. Donc la donnée, elle est vraiment centrale, elle a différents producteurs, elle a différentes possibilités, opportunités en tout cas de valorisation de modèles économiques. Donc elle va pouvoir apporter aussi du développement économique, de la création de nouveaux services pour les citoyennes et les citoyens et les acteurs qui viendront sur notre territoire, acteurs économiques d'ailleurs qui sont soit déjà installés ou qui veulent s'installer. Donc là, on va aborder un autre sujet qui est lié aussi à cette production de données, c'est l'attractivité territoriale. S'assurer qu'on soit en capacité de gérer cet ensemble de données. Illustration, la donnée, c'est un enjeu majeur aussi sur la souveraineté numérique. On voit bien, nous, on a fait le choix aujourd'hui d'accueillir un certain nombre de data centers. D'une part, parce qu'on veut être en avance de phase sur cette partie souveraineté numérique et de se dire comment on peut réinventer les modèles pour s'assurer de protéger notre donnée territoriale. Et là, il y a effectivement une partie des données qui sont citoyennes, sur lesquelles les collectivités territoriales ont un devoir de protection, parce que c'est la donnée la plus qualifiée aujourd'hui, qui connaît la vie du citoyen. Et celle-ci, elle est très très riche. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir réinventer aussi le service public de demain. Et donc cette fameuse relation aux citoyens, qui est le second aspect. Alors l'idée aussi sur le second volet en fait, qu'on traite dans ce groupe de travail, c'est comment faire que demain, le citoyen soit au cœur de sa sécurité. Alors quand on dit au cœur de sa sécurité, on pense tout de suite alerter, etc. Mais ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, on est en pleine crise énergétique.
la donnée est encore un véritable enjeu sur son usage et son stockage et tout son cycle de vie. C'est des sujets qu'on a traités. Mais le citoyen aussi va pouvoir apporter, dans le cadre de sa sécurité au quotidien, c'est la gestion de l'éclairage pour un territoire, par exemple. La gestion de l'éclairage, ça joue sur le sentiment de confiance et ça a un rapport tout de suite avec comment je vis mon territoire. Et c'est lié aussi à la sécurité. Aujourd'hui, on a des débats qui sont dois-je éteindre les bâtiments publics le soir ? Il faut quand même aussi se dire que sur cette problématique-là, au-delà de la consommation énergétique, on a des sujets de sécurité. Aujourd'hui, si certains magasins décident de laisser leur lumière allumée dans certains quartiers, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir de soucis de délinquance, etc. Donc on a un véritable impact sur la sécurité. Et moi, je serais intéressée à l'avenir de voir tous ces choix qui sont d'éteindre les lumières avec les indicateurs de montée de délinquance ou de cambriolage, etc. Donc, on voit bien qu'on est au cœur de la sécurité du citoyen. Je prends souvent cet exemple sur l'éclairage parce qu'en hiver, on rentre tous en transport et puis si sur le chemin du retour, on a un défaut d'éclairage, et c'est une compétence des territoires, en tout cas du territoire de Plaine Commune, on peut avoir des problématiques de sécurité. Donc prévenir son territoire via des applicatifs, c'est produire de la donnée qui va être traitée dans une plateforme de données qui va pouvoir rediriger, je dirais, la demande ou la problématique aux services concernés. Et là, on voit bien que derrière tout ce sujet, cet exemple que je viens de citer très très simple, on a des véritables réflexions à mener sur la gouvernance et les compétences des différentes instances, que ce soit département, territoire, gendarmerie nationale, ministère de l'Intérieur, etc. Parce que pour un citoyen, quand on veut le mettre au cœur de sa sécurité, toute cette gouvernance que j'appelle moi le RACI, elle est complètement transparente. Un citoyen, il a besoin d'avoir un service public efficient et il a besoin d'avoir un retour sur sa demande et sur le fait d'avoir été entendu et puis qu'il y ait une action concrète. Qui prend l'action ? Je dirais c'est complètement transparent. Donc on travaille sur ces problématiques-là et ce sont des problématiques d'avenir, ce sont des problématiques optimistes et qui visent à une seule chose, être encore plus proche du besoin des citoyens, du besoin des acteurs innovants et surtout de générer de l'attractivité territoriale, de l'attractivité, je dirais, au niveau national. Et puis, je ne pourrais terminer mon intervention sans évoquer aussi, j'ai bien évoqué le citoyen, la donnée, mais derrière tout ça, il y a de l'éthique. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données-là ? Et nous, on a fait le choix, en tout cas, d'avoir une charte d'éthique qui permet de se dire, de dire, si on avait un message, c'est de dire, la technologie, elle est au service des citoyennes et des citoyens et des acteurs. Elle a pour perspective de créer de l'innovation, mais dans un cadre bien éthique, qui sont nos valeurs, je dirais, du Made in France, et qui sont des vraies valeurs différenciantes, en tout cas pour les acteurs innovateurs Made in France, je dirais à l'échelle nationale, européenne et même mondiale. On le voit bien avec les débats aujourd'hui autour du métaverse, mais je crois qu'on est dans une démarche inédite qui va transformer numériquement, mais aussi avec des enjeux sociaux et économiques, qui va relativement transformer, métamorphoser la relation du citoyen, la relation des acteurs, avec la relation avec leur collectivité pour créer de l'innovation, créer du développement économique, créer de l'attractivité et construire, je dirais, les territoires de confiance ensemble. Oui. Donc en synthèse, tout en restant dans un cadre éthique, le mot est important. J'aime bien lorsque tu parles de réappropriation de la donnée par la collectivité. On a tendance à croire que tout est foutu, tout est fichu, tout est parti sur les GAFA, où Waze connaît mieux la collectivité que son propre maire. Donc là, l'objectif dans tous tes propos, ce qui transpire, c'est que la donnée est au cœur finalement de ce gros réacteur de demain, justement pour apporter des services pleins et entiers, nouveaux, dans un cadre éthique. Exemple, aujourd'hui sur Plaine Commune, on va accueillir le data center le plus grand européen en fait. C'est un projet à 1 milliard d'euros. Et l'idée, ça a été tout de suite d'intégrer avec les opérateurs, d'intégrer un volet développement durable, parce qu'on voit bien que les problématiques des data, le cycle de vie de la donnée et les milliards de données qu'on produit
chaque année, voire même chaque jour. On s'est posé ces questions-là, on s'est posé aussi ces questions d'éthique. Question de développement durable, on a fait le choix, avec une volonté du président Mathieu Hanotin et de toutes les équipes, de se dire on va réutiliser les réseaux de chaleur et puis on va faire ça, on va pouvoir chauffer la future piscine olympique qui se trouve face au Stade de France. Et tout ça, je dirais, gratuitement, c'est-à-dire pas tout à fait gratuit, mais en tout cas au travers du data center, récupérer la chaleur. Et puis, on est en train de travailler aussi sur la commande publique, liée justement à pouvoir aider aussi les opérateurs à être vraiment dans le cadre du programme France Relance, mais de se dire vraiment, on veut favoriser les innovateurs Made in France. Et quand on parle d'éthique, je suis vice-présidente du GIP Maximilien, qui est la première plateforme francilienne de la commande publique. L'idée, c'est d'avoir des achats responsables et éthiques. Responsables à la fois dans le développement durable, mais aussi favoriser justement cette éthique, faire ces choix qui nous permettent de protéger nos citoyens, de protéger nos acteurs des écosystèmes innovants, et de leur permettre de créer de l'emploi, de faire du développement économique. Donc l'éthique, c'est aussi comment on va utiliser la donnée. C'est assurer qu'on ne va pas avoir des effets... le numérique peut le meilleur, mais peut aussi le pire. Donc c'est prévenir le pire via cette charte d'éthique. Voilà. Très bien, je te remercie Mona. Dans l'ordre, on va peut-être passer sur l'aménagement du territoire au sens large, à l'échelle du département. Ça fait un moment qu'on se connaît également avec Laurent. Depuis 2017, finalement, tu œuvres sur cette problématique. Je reprends ta phrase d'origine. Nous avons de la fibre optique tout autour du ventre et nous ne sommes pas sûrs d'offrir le meilleur service de sûreté à l'ensemble de nos concitoyens et notamment aux zones de gendarmerie. Si on est une mairie, un maire d'une commune de 500 habitants ou de 1000 habitants, on n'a pas de H24, il n'y a pas de CSU. La gendarmerie peut être désormais à 10 ou 15 km et on attend finalement l'enquête, l'élucidation le lendemain matin. Et pourquoi est-ce que l'ensemble des territoires ruraux et presque l'ensemble de la zone de gendarmerie n'aurait pas le droit à son CSU H24 ? Donc c'est l'initiative et c'est le groupe de travail que tu portes, donc sur Seine-et-Yvelines numérique. Parle-nous un petit peu de tes travaux ainsi que de l'article 42. Pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur n2v.org. C'est l'édito de Pixel 2023 où nous œuvrons résolument sur cet article 42 de la loi de sécurité globale préservant des libertés. Laurent, c'est à toi. Quid de Seine-et-Yvelines numérique en matière d'aménagement du territoire en sûreté ? Alors c'est vrai que le premier dossier à l'agenda de ce syndicat mixte ouvert, c'est-à-dire une organisation publique qui regroupe le département et maintenant des départements, puisque les Hauts-de-Seine ont rejoint, et ce qu'on a l'habitude d'appeler le bloc communal, c'est-à-dire les communes et les intercommunalités. Le premier élément à l'agenda, ça a été le déploiement du très haut débit. Bon. Du point de vue des besoins professionnels, ce qu'on appelle les réseaux FTTO, le O voulant dire Office, et puis bien sûr aussi des particuliers avec le FTTH, le H voulant dire Home. Tout ça est très complémentaire d'ailleurs, parce que l'aspect Home permet d'aller desservir l'ensemble des petites communes, et c'est ça aujourd'hui qui nous permet aussi d'aller proposer des services de vidéoprotection à des communes de moins de 2000 habitants qui sont traditionnellement celles qu'on qualifie de rurales. Bon, voilà, donc effectivement, quand on a répondu à cette problématique du très haut débit, demandée assez fort par la population, qu'elle soit pour des besoins professionnels ou particuliers, tout de suite, la volonté des élus, ça a été de dire, mais enfin, tout ce très haut débit, ça ne doit pas servir qu'à faire des jeux vidéo en ligne ou à regarder la télévision. Ce serait quand même dommage qu'on passe à côté des opportunités économiques et sociales. Et très vite, on s'est intéressé à deux sujets. Le premier, qui était le sujet du numérique pour l'éducation, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on ne va pas s'étendre sur le sujet. Mais le deuxième sujet a été en même temps d'ailleurs, il n'y avait pas une question d'ordre ou de priorité, le sujet de la sécurité. Et bien sûr, la sécurité, la vidéoprotection, ça nécessite de transporter des images. Donc on n'a
pas besoin de faire de dessin pour dire qu'on a tout de suite en tête le très haut débit et la fibre optique. Et à l'époque, alors au début, on ne savait pas trop par quel bout prendre cette affaire. Hein. Donc on a d'abord, comme on fait traditionnellement, essayé de comprendre ce qu'on avait déjà entre les mains du point de vue de la vidéoprotection. Alors du côté bâtimentaire, la vidéoprotection, l'inventaire a été assez rapidement fait. Il y avait pas mal d'équipements, mais finalement obsolètes, qui dataient d'une autre génération en termes de qualité d'image, de mode d'exploitation. Voilà. Donc, de toute façon, c'était quelque chose qui était plutôt en fin de vie. Je parle des collèges ou des bâtiments administratifs. Sur le bloc communal, très vite, évidemment, on est allé voir des gens du bloc communal pour lesquels les besoins étaient manifestes. Les besoins, d'abord en termes d'expertise, hein, des maires qui peuvent être un peu perdus, et même d'ailleurs dans des villes de taille moyenne. C'est voilà, comme tout secteur, quelque chose d'assez spécialisé. Hein, voilà, et quand on n'est pas expert, ben, on peut être un peu perdu et puis victime des discours marketing parfois contradictoires des uns et des autres. Et puis, besoin aussi de mutualisation, puisque finalement, opérer de la vidéoprotection, ce n'est pas que des investissements, c'est beaucoup de coûts d'exploitation, ça coûte cher, puisqu'il faut avoir des vidéo-opérateurs. Et comme tu viens de le dire, Dominique, il y a beaucoup de communes qui n'ont pas ces moyens-là. Donc on a assez vite vu l'intérêt d'avoir des systèmes, je dirais, répondant aux nouvelles caractéristiques techniques de qualité d'image, des systèmes mutualisés, c'est-à-dire au lieu d'avoir plein de petits systèmes dans la nature, d'avoir un seul système qui va desservir plein de sites, que ce soit bâtimentaires ou voies publiques. Et puis, deux autres éléments, on s'est dit qu'on pouvait peut-être travailler aussi pour d'autres acteurs publics. Alors, on est allé voir les pompiers qui nous ont dit banco, ça correspond à un besoin qu'on a. Et je vous raconterai une anecdote qui date de la semaine dernière là-dessus. Et on est allé voir aussi, évidemment, les forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie, qui ont tout de suite adhéré en disant mais oui, en fait, on va pouvoir établir un continuum entre les bâtiments publics et la voie publique, ou entre une commune et une autre. Et ça, on sait qu'on a des difficultés. Et à l'échelle du département, ce qui est à l'échelle d'un innovant. département. Et puis, alors, c'est vrai que si on peut avoir du temps réel, alors là, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux en H24, c'est tellement mieux. Alors, je vais vous la raconter tout de suite parce que j'ai fait un peu de teasing sur l'anecdote avec nos amis des pompiers. Je vois que la foule en délire demande absolument cette anecdote. Tout simplement, dans une caserne de pompiers la semaine dernière, il y a un pompier qui avait, je ne sais pas pour quelle raison, peu importe, garé son camping-car sur le parking de la caserne de pompiers. Et sans doute des gens mal intentionnés avaient-ils repéré ce camping-car. À 4 heures du matin, ils sont venus piquer le camping-car. Donc à 4h44, je crois, pour être précis. À 4h45, un de nos opérateurs l'a vu, a pu indiquer à la gendarmerie que ce camping-car, manifestement, partait pas réellement en vacances à 4h44 du matin. La gendarmerie est intervenue et voilà, les deux auteurs ont été coincés et le pompier a récupéré son camping-car. Voilà, donc on voit bien l'intérêt. Alors là, voilà, on est sur un vol de voiture. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus dramatique en termes de sécurité, mais quand même, ça montre bien l'intérêt du H24 et l'intérêt du continuum géographique. Voilà. Alors, dès lors qu'on a voulu aller sur la partie bâtimentaire, ça a été assez simple, hein, mais dès lors qu'on a voulu aller finalement répondre à ce besoin de continuum sur la voie publique, là tout de suite, ça a été plus compliqué. Donc, je passe les différentes étapes parce que ça a duré 3 ans. Hein, donc, je pourrais prendre tout le... Voilà, c'est pas utile de prendre tout l'espace-temps. Et on a abouti, après 3 ans de discussion avec tout un tas d'acteurs qui représentent à différents niveaux l'État, y compris le Parlement, on a abouti à cet article 42 de la loi sécurité globale qui donne pouvoir aux syndicats mixtes comprenant 1 ou 2 départements, donc c'est
surtout nous, 2 départements, ça nous concernait, dans cet article 42, et des intercommunalités exerçant des compétences en matière de prévention de la délinquance, de mutualiser et d'opérer des centres de vidéoprotection. Voilà. Donc ça a quand même été vraiment difficile d'avoir ce dialogue avec les services de l'État qui voient d'un mauvais œil le fait que finalement une institution qui n'est pas composée que de maires ou de représentants de communes opérait un des éléments qui constitue le pouvoir de police du maire. Bon. Et on a vraiment eu du mal à faire passer ce message qu'il s'agit de quelque chose d'opérationnel qui ne remet à aucun moment en cause le pouvoir de police du maire, qui reste le seul à pouvoir effectivement opérer ce pouvoir de police. Au passage, on a pointé que même un président de département, qui a quand même des responsabilités en matière de sécurité sur le domaine public routier départemental, eh bien, lui-même ne pouvait pas confier le fait d'opérer cette vidéoprotection à son propre syndicat dans lequel il était adhérent. Donc on a contribué aussi sur ce point-là à la rédaction de cet article 42. Bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce texte a été voté, oui, et quand on commence à essayer de le mettre en œuvre, ce qui est notre cas, puisqu'on a aujourd'hui une dizaine de communes qui frappent à la porte pour une première étape. Alors, il y a 260 communes dans les Yvelines, et 36 dans les Hauts-de-Seine, et donc, voilà, il y a une dizaine de communes des Yvelines qui sont prêtes à aller dans ce dispositif demain, si on avait la capacité de le faire techniquement demain matin, elle viendrait. Et une commune des Hauts-de-Seine, comme quoi on avait l'idée un peu reçue que dans les Hauts-de-Seine, tout le monde était doté, qu'il n'y avait pas besoin de nous. C'est pas tout à fait vrai. Voilà, il y a des communes qui sont pas tout à fait dotées ou mal dotées, et puis des communes qui arrivent là aussi, elles aussi en renouvellement, et qui se disent finalement tout ça me coûte fort cher, comment je pourrais mutualiser. Bon. Et donc, ben voilà, on veut mettre en œuvre cet article 42. Et là, eh bien, les services qui représentent l'État, à partir de la même phrase, vous savez, c'est comme quand on va au tribunal, il y a 2 parties qui s'affrontent, et à partir d'une même réalité, moi je suis toujours étonné de voir comment on peut raconter 2 histoires complètement différentes, alors que les faits sont tout à fait les mêmes. Voilà, et bien là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un texte qui est le même pour tout le monde, quand on est à la préfecture, on a le même texte sous les yeux de l'article 42, et c'est étonnant, mais on n'a pas la même manière de le lire. Et étonnamment, avant d'arriver à pouvoir mettre en œuvre, on nous demande tout un tas de préalables qui vont prendre beaucoup de temps. Voilà, et on comprend bien que tout le monde n'est pas convaincu finalement de ce texte voté. Voilà, donc ça fait partie des débats à N2V depuis fort longtemps, cette fracture numérique, et notamment donc avec les territoires ruraux. Donc le temps ne nous fait pas peur, il va falloir travailler, et le travail ne nous fait pas peur. Mais par contre, donc, la photo actuelle, elle est quand même fort intéressante, puisqu'il y a déjà près de 3000 caméras bâtimentaires qui sont équipées. Donc le CDSI, le Centre départemental de supervision des images, est déjà là, existant, avec des opérateurs H24. Donc ça tourne. Ça permet justement au syndicat mixte d'avoir une expérience. Et donc là, il n'y a plus qu'à lancer justement les premières communes, article 42. Bref, les Yvelines sont prêtes, avec l'Oise, je crois, qui est un petit peu pratiquement dans les starting blocks, et quelques départements en périphérie d'Île-de-France. Ça commence à bouger, à frémir. Bon, la loi date de mai 2021. Il faudra un petit peu de temps au temps pour démarrer cette initiative avant d'avoir nos 101 départements, si on compte l'outre-mer, équipés de quelque chose de plateforme sérieuse et sympathique. Très bien, je te remercie Laurent. Alors justement, j'ai fait dans ce sens-là, puisque avec Mona, on a vu la donnée au sens large, qu'il fallait malaxer la donnée pour bien comprendre le citoyen, acteur de tout cela, etc. Avec Laurent, on a vu, et c'est en pleine cohérence tout cela, que même les territoires ruraux allaient avoir des services H24 avec de l'intelligence artificielle, avec toutes sortes de choses très très intéressantes. Et finalement, au service de quoi? Et c'est là où je vais naturellement voir Joël Guéret pour parler de résilience. Puisque là, le sujet, il est fort sérieux. On tourne encore une page. Et un autre sujet, on a eu des besoins de résilience forte post-attentat, après 2015. On a eu besoin de résilience forte post-Covid. Du jour au lendemain, en mars 2020,
Il nous a fallu réinventer la société et le circuit des pâtes et du papier toilette. Et à la question, est-ce que dans 10 ans ou 20 ans, est-ce qu'on n'aura plus rien? Est-ce que tout est bien derrière nous? J'ai envie de dire que personne n'y croit. Donc, il nous faut être prêts à l'impensable en permanence, et c'est l'ordre, finalement, de travail sur ce sujet. Qu'est-ce que la résilience? Qu'est-ce que ces chocs vertigineux de grands incendies, de tremblements de terre, d'actes terroristes et peut-être d'autres choses qui ne me viennent pas à l'esprit? Et c'est justement précisément ton groupe de travail. Donc tu travailles à la région Grand Est, tu es monsieur sécurité à la région Grand Est, une vaste région. Explique-nous un petit peu la teneur de tes travaux. Oui, merci Dominique. Oui, choix judicieux, effectivement, et cohérent dans la logique des territoires. On s'est aperçu, effectivement, ces dernières années qu'avec le découpage territorial que l'on connaît, les métropoles, les intercommunalités, les départements, mais aussi les régions, que tout ce maillage jouait un rôle, ou a joué un rôle prépondérant dans la gestion de ces différentes crises. Les régions, désormais, prennent toute leur part à la thématique sécurité, avec des créations de postes, comme le mien, depuis le 1er janvier, mais j'ai des homologues en région Occitanie, en région Auvergne, Paris, Île-de-France, et ça commence à essaimer, tout simplement parce qu'on s'est aperçu que sur les thématiques qui ressortaient des régions, les lycées, les transports, aujourd'hui les CISERT régionaux, l'aspect cyber, et puis tu l'as évoqué, le risque incendie dans les différents massifs forestiers. Hier se tenait à Nancy la conférence nationale des sapeurs-pompiers de France, et le sujet n'a pas manqué d'être évoqué, et notamment à l'échelle cette fois-ci du territoire national. Je reviens d'un mot donc sur effectivement la notion de résilience à travers les 3-4 thématiques que je viens d'évoquer, les lycées, les transports, la cyber, le risque incendie. La région Grand Est s'est emparée du sujet au niveau des lycées en ayant pour objectif désormais très concret d'homogénéiser, de rendre interopérable l'ensemble du parc vidéoprotection des 241 lycées publics. Et en ce sens, on rejoint la démarche pionnière qu'a initiée Laurent donc, au sein du département des Yvelines, tout simplement parce que là aussi, on s'aperçoit qu'il y a une myriade de dispositifs qui ne conversent absolument pas ensemble, et que tout au long de la chaîne, différents acteurs en fait savent ce qui se passe à leur niveau, mais ne sont pas en capacité de communiquer de manière efficiente pour, lorsqu'il y a, hier j'étais encore dans un lycée emblématique de la ville de Strasbourg à ce sujet pour faire avancer ce projet, pour s'apercevoir que plusieurs semaines ou plusieurs mois après, nous sommes informés in fine de telle exaction, telle dégradation, etc. Ça c'est pour la partie donc lycée qui va aboutir à une expérimentation donc au cours du 2e semestre 2023, donc à l'échelle donc du Grand Est, sur une quinzaine d'établissements pour la mise en place d'une plateforme multiservice. Alors je parle de plateforme multiservice, ça permet en tout cas à ce jour d'avoir une sémantique un peu plus partagée et recevable par l'ensemble des populations auxquelles on s'adresse. Les TER, naturellement, là aussi, vrai sujet en termes de sécurité, mais qui fait le lien régulièrement avec une partie de la population que je venais d'évoquer en termes de transport pour les lycéens et d'autres personnes, et où là aussi la région a conventionné avec la gendarmerie nationale pour assurer la sécurité dans les transports sur l'ensemble du Grand Est. Le domaine cyber, avec donc qui va sortir de terre sur Nancy pour la région Grand Est, le centre régional de réponse aux incidents cyber, porté par l'ANSSI, par la région, et qui va être l'interlocuteur privilégié
des entreprises de type PME, des associations de taille significative et des autres collectivités qui, comme on le voit au quotidien, sont régulièrement désormais hackées, quel que soit le sujet et quelle que soit la thématique dont ils s'occupent. Et on a lié de manière, me semble-t-il, cohérente l'arrivée de ce CISERT avec le campus cyber, ou la déclinaison du campus cyber qui a vu le jour à la Défense et qui va avoir vocation à être décliné également dans les territoires pour avoir la partie opérationnelle d'un côté et la partie plus académique, recherche et développement de l'autre, ce qui nous semble de toute façon complètement cohérent en termes d'approche. Et en dernier lieu, tu y faisais référence, Dominique, une vraie problématique qui touche désormais tous les territoires, c'est le risque incendie. Et clairement, lorsqu'on s'adresse aux personnes de terrain qui ont à lutter très directement contre ces situations, on s'aperçoit que là aussi, les territoires ont tout leur rôle à jouer, à la fois sur la cartographie, donc la numérisation aussi de ces outils. Je m'entretenais il y a peu de temps avec le responsable de la zone Est pour la sécurité, donc incendie, qui regroupe 18 départements, et qui m'expliquait que en cas de véritable crise telle que l'a connue le Sud-Ouest encore cet été, aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur la coordination des moyens, tant humains que matériels. Et là, je pense que ici, tous les acteurs ont certainement un rôle à jouer en termes de prestations, de propositions, d'innovation, pour rendre clairement plus facile le travail de ces hommes et de ces femmes sur le terrain. Donc voilà un peu balayer très rapidement le panorama désormais dans lequel s'inscrit la région Grand Est, mais également, donc, comme je l'ai précisé, d'autres régions qui emboîtent le pas sur ces sujets-là, en lien avec les autres collectivités, puisque nous sommes interdépendants les uns des autres. Merci Joël. Donc, vaste tâche, on voit que la feuille de route est absolument énorme, hein, passer des lycées au transport, au TER, en passant par l'incendie, en passant par potentiellement un article 42 aussi pour apporter des services aux territoires reculés, aux territoires ruraux. Et on comprend bien que la région a un rôle à jouer aussi sur tous ces sujets. Bien, nous arrivons déjà à la fin de cette conférence, donc on va la clôturer. Nous vous invitons à poursuivre les débats sur notre site web a1-2v.org. Prochain rendez-vous le 18 octobre, où nous avons le plaisir d'accueillir le ministère de l'Intérieur et la CNIL pour parler de ces fameuses caméras augmentées qui posent manifestement tant de problèmes. Donc les débats risquent d'être mouvementés, ainsi que les vidéos d'AISE 6 et 7 décembre à Deauville, et enfin la nuit de la N2V le 27 juin 2023. Nous vous remercions et à très bientôt sur les bandes de la N2V. Merci à mes trois orateurs.